les fonctionnaires du ministère des Sports, lorsqu'ils prennent l'avion pour aller à la CAN, qu'est-ce qu'ils ont à faire de ce côté-là? Sont-ils ramassés de balles? Il va y passer un mois, vous vous rendez compte? Le ministère est fermé pendant un mois. Parce que tous les directeurs, tous les chefs de service, tous les ceci, c'est pas vrai. Professeur Nkungondo, vous êtes dirigeant sportif en même temps, homme politique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets de l'ingérence des politiques dans le football camerounais? Mais je ne vais pas aborder la question sous cet angle, mais je vais envie de partir de ce que vous avez annoncé, un peu comme sous-titre, par rapport à la problématique que vous posez sur la table aujourd'hui. Sport et politique, liaison dangereuse. Ouais. Je ne vois pas en quoi on pourrait qualifier le lien naturel qui existe entre le sport et la politique, donc entre le football et la politique, comme une affaire dangereuse. Je comprends que dans l'imagerie populaire, lorsqu'on parle, notamment au Cameroun, lorsqu'on parle de politique, ça renvoie à quelque chose de très souvent péjoratif. On dit, il me fait de la politique. Il fait de la politique. C'est un homme dangereux. C'est un menteur. C'est un escroc. Non. La politique est quelque chose de noble. C'est, pour moi, la plus belle, la plus grande activité. La politique entendue comme l'art, l'activité de régulation, l'activité de gestion, l'activité d'organisation des sociétés, les sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça peut être la société dans sa globalité, mais ça peut aussi être un cercle humain restreint, une petite société, un club de football. On y fait de la politique en ce sens qu'on régule l'activité au sein de ce cercle humain. On l'organise. Eh bien, dans une fédération, on fait de la politique, les dirigeants sportifs font de la politique. On a envie de dire la politique sportive. Évidemment, une fédération, un club de football n'évolue pas à marge de l'activité politique globale, celle de l'État, celle de la nation. Il y a donc, qu'on le veuille ou non, harmonie, parce que tout cela c'est de la politique et à des échelles qui peuvent être différentes. La politique au niveau national, la politique au niveau des fédérations, la politique au niveau des clubs. Je ne vois donc pas pourquoi on pourrait un seul instant penser qu'il s'agirait d'une relation ou alors que la politique pourrait être perçue comme une activité dangereuse pour le sport en général et le football, puisque nous sommes appelés, dans le cadre de ces débats, à parler du football essentiellement. Professeur, je vais peut-être vous donner un coup de main. Vous n'avez pas semblé vouloir entrer dans les différentes polémiques qui ont souvent été à l'ordre du jour entre les dirigeants sportifs et le gouvernement. Je vous donne quelques clichés. Un ministre qui impose ses choix, par exemple, à la sélection nationale, un gouvernement qui utilise quelquefois le football comme un appât ou encore comme un outil de propagande politique. Je vais encore citer des politiques qui s'immiscent dans les décisions de la Fédération camerounaise de football. Nous avons quand même vu le sélectionneur Marc Brice, la manière dont il est arrivé au Cameroun. Vous avez peut-être voulu survoler le débat, mais face à ces clichés, quelle est la lecture que vous faites? Il faut savoir que dans le cadre de la société politique, chacun a un rôle à jouer, chacun a une partition à jouer. Professeur, votre regard sur le cliché que je viens de vous présenter. J'en viens, madame. Merci. Alors, vous voyez, quand on observe l'organisation politique au niveau de l'État, oui, vous verrez qu'il y a des institutions qui sont rattachées à l'exécutif, des institutions qui sont rattachées au Parlement, des institutions qui sont rattachées au judiciaire. Il est donc interdit, pour que les choses se passent bien, à partir de la théorie de la séparation des pouvoirs, pour que les choses aillent bien, il sera interdit à un des pouvoirs de se mixer dans les activités de l'autre. On arrive donc au sport. Oui, de façon globale, les gouvernants ont leur partition à jouer, ont leur rôle à jouer. La fédération, le club a aussi ses compétences. Il n'est donc pas normal, comme nous avons coutume de l'observer, puisque vous voulez qu'on arrive donc au Cameroun, ces ingérences où l'autorité de tutelle, parce que l'organisation politique a estimé, a voulu que le ministre en charge des sports se limite à son activité de tutelle. Mais qu'est-ce que nous observons? C'est que le ministre, pas seulement celui qui est là, la plupart des ministres au Cameroun, ministre des Sports, ou que dit le ministère en charge des sports, outrepassent ses fonctions de simple tutelle pour se mixer, pour s'ingérer, pour utiliser le terme qui est le vôtre, dans une activité de gestion que la loi, que l'organisation politique ne lui confère pas, et c'est ce qui conduit donc fatalement à des conflits, parce qu'il y a quelqu'un qui dérange, il y a quelqu'un qui ne veut pas se limiter à ses compétences, il y a quelqu'un, je parle du ministère plus souvent. Il n'est donc pas question que l'autorité de tutelle se mêle des affaires de la gestion. J'ai envie de dire gestion sportive, gestion administrative, et je pousserai le bouchon plus loin en disant même gestion financière. Et je trouve cela incongru qu'on nous dise dans un texte normatif que la gestion financière de la Fédération camerounaise de football, ou à tout le moins de l'équipe nationale du Cameroun, est faite conjointement
entre le ministère en charge des sports et la fédération camerounaise. Vous voyez que même dans notre contexte, la norme, il s'agit ici d'un décret, consacre une mission dans la gestion. Parce qu'on a voulu, dans la bonne organisation politique, que les rôles soient bien séparés. Un premier niveau, la gestion, et à un autre niveau, il va s'agir de contrôler la gestion. Mais alors, pour ne prendre que l'aspect financier, lorsque la tutelle se lance dans la gestion financière, mais qui va donc contrôler? Puisqu'on a bien voulu que les choses se passent bien. Qui est un premier niveau, celui qui agit, celui qui est au four au moulin, et un autre qui vient avec notre regard, celui de contrôler, celui de rappeler à l'ordre, parce qu'il vient avec notre regard, un regard extérieur. Si les choses se passaient de la sorte, il n'y aurait pas de conflit. On ne parlerait pas. Peut-être que vous ne poserez même pas ce sujet sur la table, parce que je le dis encore, la politique et le football, le sport en général, sont indissociables et doivent aller en harmonie si jamais chacun respectait le rôle qui est le sien. D'accord. Dieudonné Somba, justement, quand on place la politique et le sport au Cameroun avec le contexte que nous connaissons, en ce moment où les Lions indomptables sont au Maroc, lorsqu'on place les deux instances, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les choses se passent comme elles devraient se passer? Non, je crois que le professeur Kouvouvaro a expliqué de manière concrète. Il faut distinguer la politique du sport qui relève du gouvernement, de la gestion des divers sports, qui, elles, relèvent généralement des instances dédiées, des associations et comme l'Africa Foot et autres. Donc je pense qu'ici, il y a une confusion. Le sport, depuis l'Antiquité, est une donnée politique. Surtout pour des pays jeunes comme les nôtres. Parce que toute victoire sportive est un élément de mobilisation de la nation. Le sport donne aujourd'hui ce qu'on peut appeler les nouveaux héros. C'est-à-dire que lorsque vous avez un champion comme Ngannou l'a été, c'est un argument sportif. Lorsque les Lions indomptables gagnent, c'est un argument politique. Donc, il ne faut pas dissocier. Ce qui n'est pas bon, c'est que les instances en charge de la politique sportive d'une manière générale s'immiscent dans les aspects opérationnels des sports. Je crois que c'est un peu cette confusion qui crée problème. Mais le sport lui-même, quand un pays envoie son équipe, d'abord c'est pour la visibilité de la nation. Parce que le sport permet à des pays d'être... Quand vous voyez par exemple les Jeux Olympiques, vous voyez des pays, si vous demandiez à un Camerounais, est-ce qu'il connaît un pays appelé Suriname, il va vous dire qu'il ne le connaît pas. Mais lorsque les athlètes du Suriname gagnent les médailles, c'est un argument de visibilité qui peut d'ailleurs être transformé en argument politique et même en argument économique. Parce que ça peut développer le tourisme. Ça fait connaître le pays. Donc on ne peut pas dissocier. Je crois que pour une bonne gouvernance du sport, il est important de bien définir les rôles de chacun. D'accord. Oui. Vous êtes en train d'évoquer la norme, Dieudonné Somba, ce qui devrait être. Mais pour le cas du Cameroun, ce n'est plus, ou encore je dirais c'est un secret de polichinelle. Les pouvoirs ont été séparés, mais les uns sont entrés dans les prérogatives des autres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la politique pourrait devenir dangereuse pour l'avenir du football camerounais. Non, ce n'est pas la politique qui est dangereuse. C'est la mauvaise compréhension des rôles. C'est le cas actuellement au Cameroun. Oui, c'est-à-dire que chacun ne joue pas. C'est un peu comme au football lui-même. C'est-à-dire que quand un entraîneur a fait son plan, vous voyez le libéraux, au lieu de garder bien sa place, il va discuter la place de l'avant-centre. Vous ne pouvez pas avoir de bons résultats avec ça. Il faut que chacun joue son rôle. Et le problème au Cameroun, c'est que très souvent, il y a des immixtions dans les domaines qui ne relèvent pas institutionnellement des uns. Donc ça fait que des problèmes qui ne devraient pas se poser, on commence à les poser. Bon, je voudrais que vous avez fait une observation sur l'argent qu'on a donné aux Lions, 5 milliards, en comparant ça à la cagnotte, à la valeur de la coupe. Ça n'a pas de sens pratique. Qui a fait cette observation je dois avoir entendu ça. Peut-être le professeur? Non, pas le professeur. Moi, c'était dans l'exposé. Dans l'éditorial, d'accord. Allons-y, on va poursuivre. Je voudrais dire qu'un pays n'envoie pas son équipe pour aller travailler l'argent, mais pour avoir un bon résultat. Parce que c'est le résultat qui est l'incrant de base. Maintenant, cet incrant de base peut être valorisé. Il peut être valorisé sur le plan touristique, il peut être valorisé sur le plan sportif, il peut même être valorisé sur le plan économique. Ça dépend, mais ce n'est pas les ressources directes. Ce qui est important, c'est que si le Cameroun a de bons résultats et que les autres politiques relaient correctement, le Cameroun va tirer son épingle du jeu. Les grands résultats que le Cameroun a pu avoir dans les compétitions sportives, que ce soit aux Jeux Olympiques avec Mbango, que ce soit à l'équipe, au football avec notre équipe nationale, que ce soit même dans d'autres sports, les sports martiaux, Bessala, Nganou et autres, il n'y a pas une bonne politique de valorisation.
Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu plutôt de réfléchir comment valoriser les résultats sportifs, les membres du gouvernement interfèrent dans la gouvernance opérationnelle des fédérations. Et cela apporte des résultats quelquefois, qui sont visibles et qui sont très négatifs. La perte de confiance des supporters, la résiliation peut-être abusive de certains contrats dans le cadre de cette crise. Ça crée un désordre généralisé. Exactement. Ça crée un désordre généralisé. Parce que quand les gens ne comprennent pas bien quelles sont leurs missions, par exemple, un ministre des Sports, il gère, je ne sais pas moi, 50, 60 fédérations. Donc, il ne peut pas se mettre à se mêler d'une fédération particulière, spécifique, en allant examiner comment l'argent marche au quotidien, quel qu'il faut-il nommer. Non. Il a beaucoup à faire sur 60 fédérations, mon ami. Pour passer le temps sur 60 fédérations, c'est pas. Donc moi je pense qu'il est très bon de clarifier les rôles et que chacun s'en tienne à son rôle. Ce qui est important, le gouvernement doit valoriser les résultats qui sont les intrants. Et évidemment investir. Investir, c'est donner l'argent aux fédérations pour qu'elles amènent les résultats. Particulièrement la Fédération camerounaise de football. Aristide Manda, comment peut-on concilier la passion du football et la nécessité d'un regard de la tutelle sur la gestion du football pour une meilleure gouvernance et pour la transparence? Comme le professeur Nkoumfondo, j'avoue que j'ai été un peu, je ne vais pas dire amusé, un peu étonné de la formulation du thème. Qu'à cela ne tienne, j'ai noté que c'est un thème qui met en lumière l'enchevêtrement qui peut exister entre le sport roi et disons ça, les connexions du pouvoir par rapport à l'autre gouvernant. Vous avez exactement compris le thème. Voilà. Mais il est bon de poser le décor. Oui. Et vous me pardonnerez qu'en politique, j'ai un regard holistique, parce qu'on ne va pas passer toute une vie à rabâcher les textes que nous lisons tous, que nous comprenons, et dont il se trouve parfois qu'il y ait des soucis liés à l'interprétation qui ne va pas toujours de soi. J'ai fortement apprécié le regard du professeur Nkoumfondo quand il a défini la police, la politique, la gestion de la cité. Il faut organiser la cité, c'est depuis la Grèce antique, de façon à peu près conventionnelle. Pour dire que fondamentalement, aucun secteur n'est exclu. Oui. On saurait donc dissocier. Le sport n'est pas, comment dirais-je, une entité ex nihilo, c'est-à-dire qui évoluerait, qui serait en dehors du microcosme social. C'est une activité qui mérite d'être régulée, qui fait l'objet d'un intérêt spécifique pour le cas du Cameroun, par exemple. Lorsque vous avez, en 1981 ou 2, Cameroun-Maroc, 50 000 personnes peuvent être enfants dedans. Et on vous dit qu'il y en a 100 000. Je ne sais pas combien nous étions précisément. Je ne sais pas, on était maximum 6 millions. Vous verrez en 93, j'ai eu la chance d'être avec mon père. Quand on m'a dit face à Bruce Gobla, enfin contre le Zimbabwe, je crois, on fait un très grand match. Et je ne sais pas, oui, c'est quoi que c'est ça. J'étais là relativement jeune. Je vois des gens sur des lampadaires que la police et les forces de l'ordre n'ont pas pu contenir. Lorsque vous voyez combien ce sport déchaîne des passions, vous comprenez que l'appellation de sport roi n'est pas hasardeuse. Il y a bien d'autres sports qui existent dans notre sillage. Dans d'autres pays, ce n'est pas forcément le football. Ça s'appelle le volley, ça s'appelle le baseball et que sais-je encore. Il est la responsabilité du dirigeant, au-delà de la plus-value politique qu'il pourrait engranger, de l'organiser, d'essayer de le maîtriser. C'est régalien. Et à quoi c'est? Alors, je pose le décor. D'accord. Pour que vous compreniez ce qui a pu guider le politique et où le législateur a adopté un certain nombre d'attitudes. Okay. Je reviens encore vous dire que lorsque nous allons à la Coupe du Monde en 1990, savez-vous comment le processus de sélection de Roger Mila, qui sait comment ça s'est passé? Dites-nous. Je voudrais vous dire de façon claire, c'est un secret de polichinelle. Même s'il reviendra plus tard en 1996 avec le président Chirac, pour comprendre l'impact de la diplomatie sportive. Et que le président de la République, qui est le patron des victoires, en l'occurrence depuis 1984. C'est vrai, il y a eu la Coupe des Tropiques avec Mbappé Lépé, mais c'est plus significativement depuis 1984, avec, enfin 2 ans après l'avènement du patron, que fort de la politique qu'il a impulsée, nous avons commencé à engranger au sein de notre JBCA des trophées. Le football ne peut donc pas être basique. Je suis au regret de le dire. Si vous avez le sentiment à un moment donné que les politiques s'y intéressent, je ne parlerai pas d'émission parce que c'est un thème inapproprié en l'espèce. Lorsqu'un ministre des Sports propose ou encore impose un coach, ce n'est pas une émission par exemple? Soyons... Il est bon que vous demeuriez impartial. Je ne voudrais pas qu'il y ait une inclinaison, que vous restiez, ma chère Cathy, ma chère Christine. Je voudrais juste que nous entrions en profondeur. Nous allons venir en profondeur. Si nous restons dans les idéologies... Non, il était bon que vous compreniez. Ce qui peut expliquer, à un moment, je vais vous montrer la place, qui est un des ferments de notre unité. Vous comprenez quelque chose d'extrêmement important. Le lien que les Camerounais ont avec le sport, ce n'est pas un terrain de bataille. C'est, comment dirais-je, un des éléments, un des ferments de notre unité nationale. Au-delà du simple sport. Si on l'analyse que sur le simple prisme sportif stricto sensu, on n'en comprendra pas les enjeux. On pourrait s'étonner que le président Bolpia ait souvent cité les liens notables en exemple. En 1990, alors que nous venons d'être héroïques face à l'Argentine, à la fin du match, je vois toute la communauté des chefs d'État à San Siro chercher un homme. On cherchait. C'était qui? Paul Biya. Pour que vous compreniez que ça ne peut pas être quelque chose d'aussi simpliste qui se limiterait à une affaire de fédération ministère, ça peut nous transcender. Parce que ça permet précisément de transcender les clivages, y compris ethniques, linguistiques,
C'est fondamental. Vous avez vu récemment aux États-Unis, pour clore sur la série des exemples, la belle complicité qu'il y a eu entre le président Infantino et le président Trump, qui a d'ailleurs été décoré, la médaille de la paix. Vous voyez comment il se congratule, il se drague, entre guillemets. Ça ne peut pas se limiter à une simple question de terrain ou de sélection. Alors, comme j'ai dit, on ne va pas passer 52 dimanches en une année à rabâcher aux oreilles de nos compatriotes les aspects, même s'ils sont importants, et entrer à la Convention, décrypter le décret. Nous sommes rendus au jour d'aujourd'hui à ce que j'ai appelé l'union sacrée. Dans 3 jours, nos compatriotes vont entrer en compétition. Nous ne sommes pas superstitieux, mais en Afrique, quand vous avez un enfant qui va en compétition ou un frère, vous le portez à cœur. Il y a une très belle alchimie, vous lui communiquez de belles énergies. Je vais, au risque de décevoir certains, je ne suis pas là dans ce plateau pour opposer un procès à quelques acteurs du football que ce soit. Parce que le président Biya nous a demandé de prendre la hauteur, de transcender les clivages, d'avancer, il apprenait là, précisément. Alors tout débat qui n'aille pas dans ce sens ne me convient pas. Je suis venu apporter un message de paix, de solidarité, de fraternité profonde à mes compatriotes, pour qu'ils comprennent que par-dessus tout, il y a peut-être eu des erreurs, il y a eu des piteux scénarios auxquels que nous aurons peut-être pu éviter. Évidemment. Mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que c'est le temps du diagnostic alors que nous avons une équipe engagée? Il y aura le temps du procès. Vous avez vu au niveau du gouvernement, vous pourriez appeler ça lâcher du lest ou un défaitisme, mais loin s'en faut. L'essentiel est que cette équipe qui est confiée à la fédération, au jour d'aujourd'hui, ait à cœur de redorer le blason de notre État et de faire en sorte que nous retrouvions notre prestige d'antan, que nous avons, hélas, perdu, parce que disons quand même que nos prestations sur le stade, au jour d'aujourd'hui, sont mitigées. On peut en énumérer les raisons, on peut essayer d'en décrypter, de comprendre le contexte. Ce serait encore un procès auquel moi je me refuse. Je conclue sur cet aspect en disant que, et ça je m'adresse directement à mes compatriotes, beaucoup ont le sentiment qu'à chaque fois, il faut distribuer les bons et les mauvais points, qu'il faut être sentencieux. Autant le diagnostic m'apparaît utile pour réfléchir et créer un environnement où la fédération, par exemple, pourrait s'émanciper, parce que même cette FIFA, quand on excite, leur avait demandé effectivement d'initier des démarches qui permettraient peut-être de trouver une forme de souveraineté. La fameuse lex lata et la lex ferenda. C'est-à-dire que le droit tel qu'il devrait être, on a bien reconnu, mais que les conditions telles que les choses sont ficelées. Vous comprenez? Il est possible que le gouvernement souverain continue d'avoir, au-delà du droit de regard, une forme de connexion beaucoup plus directe. Mais là n'est pas le problème, parce que je vous ai dit que s'il faut refaire une émission, vous venez dire ce que les statuts de la FIFA disent, en l'occurrence l'article 18. C'est-à-dire que s'il faut revenir sur la convention 9.1.2, je ne sais pas si ça résout fondamentalement le problème. Il faut regarder vers l'avant, il faut se projeter et comprendre qu'il y a peut-être eu des hicks et des couacs, mais qu'il est davantage question de sauvegarder nos institutions. Et ce qui est plus grand à notre sens, et c'est ce que dit Paul Biya, c'est cet apaisement. C'est d'aller vers un environnement qui vaut la peine, où il fait bon vivre, dans un Cameroun où les gens s'aiment, peuvent évoluer comme des frères. Un discours tout à fait idéaliste, mais qui n'est pas... nous sommes au début, j'ai planté le décor. Merci, c'est un discours idéaliste parce que j'ai peur, peut-être qu'à un moment donné, Maître Bissot, que l'équipe nationale paraisse comme un tombeau blanchi. Peut-être on pourrait faire une union sacrée, apparente, mais dans le fond, est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun sont à l'abri des pressions politiques? Écoutez, je commencerai, dans mon propos liminaire, à indiquer que, en fait, de politique, par rapport au sport, le sport est d'abord un service public. Le sport est un service public, le service public du sport. Et lorsqu'on l'a dit, on comprend très bien que le sport est imbriqué dans la politique. Le sport est un élément politique. Ce qui pose problème chez nous, c'est que ce n'est pas tant le politique, ou alors l'intrusion du politique dans le sport qui pose problème. C'est plutôt le jeu de certains acteurs qui prennent sur eux parfois de perpétrer des empêtements sur les domaines qui ne sont pas les leurs. En société, tout est régulé. Alors, on peut ne pas comprendre que alors que les autorités assez compétentes ont pris sur elles de mettre sur pied un certain nombre de textes. Nous pouvons prendre ici le décret du 14 septembre, du 26 septembre 2014, qui portant, n'est-ce pas, organisation forcément la sélection nationale de football au Cameroun. Vous avez la convention du 5 février 2015 relative à relative à la gestion des équipes nationales, ensemble de son annexe. Vous verrez très bien que les rôles ont été répartis. Les compétences des uns et des autres sont bien connues. Dès lors que vous avez donc un décret du chef de l'État, que nous citons cité, qui vous indique que la gestion administrative, sportive et technique appartient à la FECAFOOT et que la gestion financière incombe à la fois à l'État du Cameroun et à la FECAFOOT, cela devrait pouvoir aller de soi. Mais c'est toujours trouvé que chez nous, quelques acteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents de l'État zélés, se croient parfois en pouvoir d'aller au-delà de la volonté et des actes du chef de l'État. Parce qu'il faut le dire ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez très bien que, comme il avait été question de pouvoir sortir un texte d'interprétation du décret du chef de l'État, et comme on sait que les circulaires et les mesures d'ordre intérieur ne sont pas opposables aux administrés, il a fallu trouver une mesure qui puisse convenir aux uns aux autres. C'est pourquoi nous passons par le biais de la Convention. Donc dans cette Convention, lorsque vous la lirez, vous verrez très bien que l'objet porte essentiellement sur deux points. L'objet porte essentiellement rien que sur l'aspect financier et sur l'aspect sécuritaire. Mais c'est donc trouvé qu'en son temps, le professeur Joseph Ouna, de vérité mémoire,
éminent juriste s'il en est, agrégé de droit des universités, a cru devoir insérer de manière malicieuse dans la Convention les fameuses dispositions de l'article 9, alinéa 1, qui, n'est-ce pas, manifestement déroge à l'esprit du décret, parce qu'à travers cette disposition, on ramenait l'État à s'immiscer dans la gestion administrative qui avait été confiée exclusivement à la FECAFOOT. C'est là qu'on partait beaucoup de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Il s'agit donc désormais d'indiquer que ces dispositions devaient être réputées non écrites du moment qu'elles sont contraires, non seulement au décret qu'elles sont censées interpréter, mais en plus parce qu'elles ne font même pas partie de l'objet de la Convention. Et dans cette Convention, on poussera le vice plus loin, en indiquant que nulle partie ne devra évoquer l'ingérence de l'État dans les affaires de la Fédération. Alors même que dans ce même État-là, il y a une loi du sport qui consacre l'autonomie des fédérations sportives civiles nationales. Il y a une loi, la même loi du 14 juillet 2018 portant organisation et promotion de l'activité physique et sportive au Cameroun, qui vous prescrit que l'État exerce la tutelle, assure la tutelle sur les fédérations sportives. Et c'est le ministre des Sports qui exerce cette tutelle-là. D'où sort-il donc que lorsqu'on a autorité de tutelle, telle que consacrée par cette loi, qui consacre, il faut l'indiquer également, la tutelle sur les actes seulement et pas sur les personnes. La tutelle sur les actes. Et l'article 68, je crois que je me trompe, vous pensez très bien que cette tutelle consiste en un contrôle de conformité des actes fédéraux avec les lois et règlements de la République. À partir de ce moment-là, d'où sort-il qu'on trouve donc une autorité de tutelle, le ministre des Sports, en train de se mêler de qui s'absent sur le banc de touche, en train de se mêler de combien est-ce qu'on va donner à telle association, en train de se mêler de ci et de ça. C'est disons donc de cette ingérence. Il ne s'agit donc pas de l'ingérence de la politique, mais de l'ingérence des politiques dans certains domaines qui ne sont pas de leur. Il n'est pas de la compétence du ministre des Sports de s'immiscer, de s'ingérer dans la gestion quotidienne des fédérations. Vous remarquerez très bien que dans son rôle de gendarme du respect de la légalité, relativement aux actes fédéraux, nous sommes rentrés des Jeux Olympiques de Paris, ça fait plusieurs années. Est-ce qu'on a seulement renouvelé les organes dirigeants des fédérations? Que non. Que fait le gendarme? Il n'y dit rien, il n'y voit rien. Il n'a que Dieu que pour la FECAFOOT. C'est vrai pour bien comprendre. Le football, c'est le sport roi. Mais est-ce pour autant qu'on peut outrepasser, aller au-delà de ses compétences parce qu'on veut à tout prix montrer qu'on s'occupe du football? Non. Donc je dis, il faudrait que les uns et les autres jouent leur rôle. Que le ministre des Sports reste dans son rôle de tutelle, qui veut tout simplement à ce que les actes fédéraux sont conformes aux lois et règlements de la République et il appartient aux fédérations sportives nationales de rendre compte. C'est aussi simple que cela. Professeur Koumvondo, on a assisté à des scènes où même les joueurs de l'équipe nationale avaient pris sur eux de s'adresser à leurs propres dirigeants et plusieurs ont dit qu'ils étaient certainement manipulés par des forces politiques. Nous avons vu Aboubacar Vincent, par exemple, cette vidéo a fait le tour des réseaux sociaux et certains ont vu en ça un véritable scandale. Et aujourd'hui, en même temps, lorsque les joueurs lorsque le sélectionneur sort la liste des joueurs, on constate qu'il y a certains qui sont fatalement sortis de la liste et des joueurs assez compétents. On a l'impression que finalement, parce que le politique a mis son regard sur l'équipe nationale, même ceux qui devraient être opérationnels sur le plan du sport ne sont plus judicieux dans leur choix. Oui, déjà, au risque de me reprendre, je dirais que la politique a sa place dans le sport. Mais alors, ceux qui incarnent cette politique sont rattachés à des institutions qui ont des rôles à jouer. Mais revenons sur cette histoire de joueurs qui viennent nuitamment lire les communiqués. Faut-il rappeler aux uns, pour ceux qui le savent déjà, et le dire à ceux qui ne le savent pas, que le joueur, dans une équipe de football, son rôle, c'est d'entrer sur le terrain et de jouer quand il est appelé par l'entraîneur à le faire. On le met à la porte quand on veut, d'abord sur le terrain, et hors de la sélection, et il n'a rien à dire. Le joueur, dans l'organisation footballistique, n'est que l'ouvrier du système. J'ai envie de dire, et là je parle avec l'autorité du président du club depuis bientôt 30 ans. Le joueur n'a rien à dire. Alors rien. Il n'appartient pas au joueur de choisir son entraîneur. Mais quel scandale. Dans ce cas, il se choisirait lui-même. Il n'appartient pas à un joueur de décider de qui il doit jouer. Non. Ce serait également une autre ingérence. Son rôle, c'est de jouer. Revenons à l'ingérence du politique, on semble parfois applaudir. J'ai entendu tout à l'heure mon jeune frère, Atanamanda, semblait, Aristide Manda, il semble un nom qui ressemble à l'autre, qui est aussi un frère que je salue d'ailleurs en passant. On nous prend souvent cela en exemple, pour le glorifier. Le président Biya, en 1990, c'est grâce à son ingérence dans l'équipe nationale, en imposant Roger Mila, que nous avons eu les résultats que nous avons connus à cette époque-là. Permettez-moi de vous dire que, en parlant d'une petite histoire, c'est ce patron qui devait prendre l'avion un jour. Et tôt le matin, au moment où il va aller à l'aéroport, son gardien de nuit lui dit, patron, j'ai fait un mauvais rêve. Si vous prenez cet avion, un malheur va vous arriver. Et le patron n'a pas pris l'avion, et l'avion en question a crashé. Vous savez ce qui s'est passé? Le patron a licencié son gardien de nuit qui lui avait pourtant sauvé la vie. Pourquoi? Parce que le gardien avait dormi. Il n'appartient pas au président de la République de prendre son stylo
son micro, de prendre seulement la parole pour dire j'impose tel joueur. Non, ce n'est pas sa mission. Même cela nous a conduit au bonheur que nous avons connu jusque-là. Non, le président de la République a des missions qui lui sont dévolues par la Constitution et plein d'autres normes juridiques, mais il ne lui appartient pas de choisir en lieu et place de l'entraîneur-sélectionneur celui qui doit faire partie de l'équipe qui va jouer sur le terrain. Ce que nous disons, pour élargir encore le propos, c'est que pour que les choses se passent bien, il n'appartient pas à un ministre en charge des sports, représentant l'institution étatique, de choisir un entraîneur comme nous l'avons vu. C'est bien beau. J'ai envie d'applaudir quand j'entends le discours de paix de grands défenseurs du ministère en charge des sports qui est sur ce plateau. Mais il faut qu'il le sache et qu'il ait l'honnêteté de le dire aux téléspectateurs et à nous aussi, que cette paix vous a été imposée. Heureusement, parce que vous étiez sur le chantier, sur le sentier de la guerre. Et je crois d'ailleurs que la hache de guerre, au ministère, on continue à la voir, peut-être cachée dans le dos de votre ministère. On se souvient de tout ce qui s'est passé, notamment pour que la Fédération camerounaise de football tienne son assemblée générale, ce qui est encore une forme d'ingérence préjudiciable à la préparation, non seulement de la finale de la Coupe du Cameroun qui va avoir lieu quelques jours après, mais aussi préjudiciable à la préparation du Cameroun, de l'équipe nationale du Cameroun, rattachée à la Fédération camerounaise de football à la Coupe d'Afrique des Nations. Cette paix a été imposée, dont on parle, on veut semble-t-il s'en vanter, vient d'un désaveu du ministère, désaveu qui est parti du bon sens, qui est parti de la mise sur la table de la vertu, de la bonne norme. On a envie de dire, c'est bon, et nous avons observé que les Lions sont arrivés au Maroc. Vous n'avez pas entendu des problèmes d'hôtel, de 2 ou 3 hôtels, parce que la sérénité est revenue à partir de la paix qui a été imposée au ministre en charge des sports. Mais est-ce que vous pensez que c'était un choix judicieux d'écarter certains joueurs à cause d'une crise entre le ministère et la fédération? Je n'en sais rien. D'ailleurs, est-ce que l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables vous a dit qu'il a mis à l'écart ces joueurs? Il n'a pas mis à l'écart. Qu'il ne les a pas sélectionnés parce qu'ils ont tenu un discours séditieux. Que non, un discours de revendication. Non. Choisir emporte forcément des sacrifices. Nous avons au Cameroun des milliers de joueurs de football qui méritent de jouer à l'équipe nationale. Si le joueur a estimé que voici ce qu'il me faut, à partir de la politique, on revient à la politique, à la politique de jeu qu'il veut mettre pour sa formation, pour que celle-ci aille à la conquête du titre continental. Mais il fait son choix. Mais je retiens qu'il ne nous a jamais dit qu'il a sélectionné des joueurs en partant des considérations de rébellion ou de non-rébellion. Il a dit, pour cette compétition, voilà ce qu'il me faut. Et dites-moi un peu, j'avoue que j'aurais été moi-même sélectionné, ce que je ne suis pas. Mais allons-y, que moi, pour une compétition comme celle-là, je ne choisirai pas des joueurs de 30 ans. Non. En sport, on a besoin de la fraîcheur de la jeunesse. Chacun a fait son temps. Mais je comprends, nous sommes dans un pays où, à 80 ans, on estime qu'on parle encore du général. À 35 ans, on estime qu'on parle du capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Non, il y en a qui ont 20 ans. C'est-à-dire qu'il y en a qui avaient 10 ans quand vous avez 20 ans. Quand vous avez 25 ans, vous avez fait votre temps. Peut-être qu'avez-vous gagné. Peut-être avez-vous été le meilleur joueur du monde à votre époque. Mais laissez aussi les autres faire le plan. Pourquoi résigner? Pourquoi en faire un problème? Parce qu'on n'a pas simplement été sélectionné. C'est simplement une question de sélection. À cette allure-là, vous allez me poser la question, c'est de savoir pourquoi le conseil de la FIFA n'a pas retenu dans les commissions les autres membres du comité exécutif de la Fédération camerounaise. C'est une question de choix. N'y voyez donc pas de sacrifice, n'y voyez donc pas de répression de quelque nature que ce soit. Non, l'entraîneur a fait son choix et la sérénité est revenue. Vous n'entendez pas de bruit de botte de ce côté-là. Il n'y a pas 2-3 hôtels. Il n'y a pas à se chamailler sur le car qu'on doit emprunter pour partir de l'aéroport. Et c'est cette sérénité que nous voulons. Et c'est ça, une fois de plus, je salue le retour de la paix. Cette paix que nous voulons. Mais c'est une paix dans le respect de la bonne norme. Professeur, j'ai évoqué tout à l'heure. Imposé, vous qui êtes du ministère. Professeur, j'ai évoqué tout à l'heure le risque de transformer l'équipe nationale en un tombeau blanchi, parce que peut-être la paix est apparente, mais dans le fond, Aristide Manda, vous avez suivi les arguments. Ce pessimisme, madame. Non, c'est une situation. Soyons optimistes, nous allons une compétition. Vous voyez des tombeaux. D'abord, il n'y a pas de tombeau. L'équipe nationale n'est pas un tombeau. L'équipe nationale vit.
D'accord, mais Elle vit avec sa nouvelle jeunesse. Professeur, Elle vit avec ses espoirs. D'accord. Elle vit avec ses ambitions. D'accord, C'est professeur. toujours vous qui revenez à cette histoire de tombeau. Non, il n'y a pas de tombeau. C'est vous qui venez à l'histoire de malheur quand il s'agit de politique et de sport. Non, soyons optimistes. Professeur, Et nous j'essaie avons, d'éclairer cet optimisme. exactement, nous avons envie de toucher le problème au fond. Nous ne pouvons pas rester superficiels. Raison pour laquelle je parle de tombeau blanchi. Aristide Manda, C'est le le fond professeur pour vous. évoque l'âge des joueurs. C'est le cadavre sous terre. Au sujet de l'âge des joueurs, lorsque nous regardons l'équipe nationale, André Onana est-il vieux? N'y a-t-il pas d'autres joueurs de plus de 30 ans? Donnez-nous un peu votre regard de cette liste. C'est vrai, c'est pas le moment de faire le débat dessus, mais nous sommes en train d'aller quelque part. Les Camerounais voudraient que les Lions indomptables, lorsqu'ils se trouvent dans une sérénité à nulle autre pareille, qu'il n'y ait plus des problèmes sous-jacents liés à certaines alliances. Alors, André Onana aujourd'hui n'est pas là, et on évoque la question de l'âge. Je ne sais pas, votre regard? Voilà, il est extrêmement difficile d'aborder la question ayant trait au choix. Oui. Tant il est vrai que les entraîneurs sont souverains, ils disposent d'éléments d'appréciation. Je vous ai dit, au risque de décevoir beaucoup, je ne suis pas venu mettre les uns et les autres en procès. Je note simplement qu'un entraîneur a les capacités d'observer sa troupe et de faire des choix responsables qu'il va assumer. Mon frère aîné, c'est de quoi je parle, que lorsqu'on va en conclave, c'est pour ça qu'à certains niveaux, à certains égards, je ne comprends pas très bien la portée du débat. Et on a même dit, permets-moi, non, lui, c'est lui, permets-moi, s'il te plaît. D'accord. Je suis pour toi, et quand les autres parlent, je les écoute D'accord, religieusement allez-y. pour rebondir à bon escient. Je ne sais pas pourquoi il tient absolument à dire que la paix aurait été imposée. C'est un argument qui n'est pas d'une très grande portée constructive, en l'espèce. Pourquoi? Qu'il me permette de développer. D'abord, il dit que je suis du ministère, je lève l'équivoque tout de suite. J'adopte une posture républicaine. Je parle au nom du RDPC. C'est-à-dire que je dois prendre la hauteur en tant qu'homme politique. Je ne suis pas venu ici pour me substituer en avocat du ministère auquel je n'appartiens pas. J'observe en républicain qu'il y a eu des épisodes tumultueux vers lesquels nous allons vers les épilogues. Et c'est tout à notre bonheur. Lorsqu'on vient dans un plateau, c'est pour rechercher le positif. Ce n'est pas pour la guéguerre. Qui aurait gagné? Vous voyez comment nous essayons de nous élever. Et c'est ça la République. C'est ça la sauvegarde de l'institution. Maintenant, André Onana, mon sentiment à titre personnel, puisqu'il est proche de moi, c'est mon petit frère. Mais le moi et Aïssa, je ne suis pas là pour parler des individus en tant que tels. J'aurais tant aimé qu'il assista à la CAN. C'est une très belle vitrine. Il en a le niveau. C'est un patriote. Il a participé à la qualification de cette équipe. Ça peut être une frustration. Mais le problème au jour d'aujourd'hui n'est pas ce que je pense ou ce qu'il pourrait ressentir. C'est de souhaiter que ceux qui ont été appelés par le coach Pavou apportent le rayonnement que notre pays a besoin. Peut-être que plus tard, on aura l'occasion de se rasseoir pour reconvoquer l'ensemble des joueurs. On n'en a aucun problème. Il m'a même dit au téléphone, pendant cet incident, que grand frère, si ses petits frères peuvent aller, tant mieux. Au moment où j'étais en train de l'acculer pour lui dire, mais on est dérangé là. Croyez-moi, il n'a pas ce type de problème au plan psychologique. C'est une valeur, c'est un héros, il est si grand. D'ailleurs, je le salue depuis Trabzonspor. Quand un coach a fait son choix, il en répond. Ceux qui sont là, c'est des Camerounais qui ont un certain parcours. On n'est pas là à l'aide des règlements de compte. Nous sommes à l'aide de l'apaisement. Je vais demeurer tout au long de cette émission constant et cohérent. Je ne viens pas chercher la petite bête ou chercher des poux sur la tête à l'intérieur d'une calvitie. Je suis convaincu que si par contre, les Camerounais, à travers l'union sacrée qui nous a souvent caractérisés, comme ça a été en 84 et 88, se mettent ensemble pour transcender ces clivages. Parce que ces lions sont, comme je l'ai dit, un des ferments de notre unité nationale. Les Lions indomptables ont contribué à forger notre fighting spirit et à susciter le respect des Camerounais partout dans le monde. Lorsque vous allez, vous dites, vous êtes. C'est ça qui est important. On s'efface devant l'intérêt supérieur de la République, de la nation. Qui ne voudrait pas, et disent encore le politique que je suis, qu'au soir d'un soir de janvier, nous ramenions le trophée, qui serait triste. Vous comprenez donc qu'on s'élève pour ne pas se limiter à des petits clivages. Quand on est choisi tel, évidemment, il y a 35 millions de coachs. Chacun a son opinion, mais que vaut mon opinion? Si je disais que tel méritait mieux, un autre dirait, c'est relatif, ça ne va pas de soi. Vous comprenez? Pour nous, et je souhaite que ce soit l'état d'esprit qui continue de nous caractériser dans ce plateau, que nous demeurions des gens tranquilles et que nous comprenions que la République est plus grande. Et que ce n'est pas l'équipe d'un individu. C'est le vert ou jaune, ça ressemble à une emblème. Oui. Ces lions indomptables représentent quelque chose de si grand. Pour revenir donc à ce que le professeur semblait n'avoir pas bien saisi, quand je parlais du patron qui a pris un acte en 90, ce n'était pas pour dire que c'est sa seule mission. Le président est l'élu de la nation tout entière, il dirige le Cameroun. Je prenais un pan de sa gestion et ses méthodes qui ont même une dimension mystique, comme vous le disiez, parce que si quelqu'un dit je dis c'est elle, peut-être avait-il vu, et il en a les capacités anthropologiques. Alors vous ne pouvez pas faire abstraction de cela pour dire où est conduit radicalement cela. Quand nous vivons, nous avons des aspects qui se rapportent à la superstition. On sait que X, par exemple, quand Thomas Nkono-Ebel était là, on disait que bon, si c'est le tir au but, on pensait que ouais, c'était des vues de l'esprit. On sait quand même que on peut être inquiet qu'on ait débarqué un coach qui avait la maîtrise d'un groupe, alors qu'il était en train d'aller. Mais puisque la décision est prise et que c'est implacable, irrévocable, je ne vois pas la nécessité d'un commentaire superflu. Sur la gestion, il n'y a pas eu de changement.
La gestion des ressources de l'équipe nationale est toujours ordonnée, c'est le budget de l'État. Et l'État est l'ordonnateur de son budget. Le professeur Nkoumbo-Ndoké le sait très bien. Je ne vais pas entrer dans ce type de polémique, mais ce n'est pas important. Vous comprenez? D'accord. Ce n'est pas important parce que je parle des choses fondamentales qui sont susceptibles de nous faire évoluer pour partir d'un pan vers un autre. Si je bascule, si je demeure dans la polémique inutile et stérile, je n'aurais pas fait avancer mon pays. Je n'aurais pas suivi l'apaisement dont parle Paul Biya. D'accord. Maître Bissot, est-ce que vous pensez, comme le professeur Nkoumbo, que la sérénité est revenue au sein de la plénière? Ben, écoutez, nous pouvons souhaiter que la sérénité soit revenue, mais nous pouvons aussi redouter qu'elle ne soit que précaire, parce qu'on connaît les vieilles habitudes qui ont généralement la peau dure. Je voudrais me féliciter de savoir que M. Aristide Manda n'arrête pas d'évoquer sur ce plateau la République, la res publica, la chose est publique, sauf que certains en ont fait leur propriété, leur chose. L'actualité au sein de l'Africa Foot, dans le sport, mêlée à la politique, a donné l'avantage, le privilège de pouvoir un peu éventrer au Cameroun ses affaires de hautes instructions. Voyez-vous? On a éventré le mensonge d'État, ça il faut le dire. Les gens nous ont laissé entendre que le discours politique, un discours à la jeunesse du 10 février, je crois 2014, non, je crois 2021, 2023, c'était 2024 ou 2023 24. On nous a entendu que les instructions dont parlait le chef de l'État dans son discours étaient devenues des règlements administratifs. Et que c'est fort de ces règlements administratifs que désormais, le ministre des Sports pouvait violer le décret de son patron pour aller prendre des actes qui ne sont pas de sa compétence. On a bien vu le ministre des Sports aller nommer au sein des sélections nationales le coordonnateur général des équipes nationales. Alors que pour M. Paul Biya, son excellence Paul Biya, dans son décret, l'a indiqué noir sur blanc que cela relevait la compétence exclusive de l'Africa Foot. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la politique qui est un problème pour le sport. Ce sont les politiques qui sont un problème pour le sport. Ceux qui outrepassent leurs compétences. Parce que lorsqu'on a dit que le sport est un service public, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que sa gestion incombe au premier chef, à l'État. Mais l'État, à travers les modalités de gestion publique, les modalités de gestion des services publics, a bien voulu déléguer ces services publics-là aux fédérations sportives civiles nationales. C'est en cela que les fédérations sont délégataires des services publics. Elles participent à une mission de service public. Elles bénéficient de la délégation de pouvoir de la part du ministre des Sports. Et pour quiconque a fait le droit administratif, on sait ce que c'est que la délégation de pouvoir. C'est-à-dire que vous dépouillez d'un pan de vos compétences pour les donner à une personne qui les assume en vos noms, gérants et comptes. Dès que vous l'avez fait, il est un peu question que vous reveniez sur ces matières-là, tant que ces matières restent déléguées. Mais on a bien vu qu'au ministère des Sports, l'on est souvent revenu. Vouloir gérer les sélections nationales en régie, alors que la loi est là qui vous dit on a opéré la délégation des services publics au profit des délégations. Et la tutelle, j'aime toujours le dire, c'est élémentaire en droit administratif également. Le pouvoir de tutelle est exclusif du pouvoir de réformation, d'approbation et du pouvoir d'instruction. Le ministre des Sports n'est pas fondé, n'est pas compétent à instruire la tutelle. Et le domaine de la tutelle est bien défini dans la loi. Moi, je reste accroché toujours à la loi. C'est mon rôle en tant que praticien de droit. Voyez-vous? Donc, je dis bien que lorsque les textes sont donc définis, les domaines de compétences des uns et des autres, chacun doit rester à sa place, chacun doit jouer son rôle. Oui, monsieur Nkoumbo, le professeur Nkoumbo a raison, c'est une paix imposée. Elle n'a jamais été voulue. Lorsqu'on se rappelle qu'à la veille encore de l'Assemblée générale d'Africa Foot, le ministre des Sports a pris celui de ses fonds de correspondance parce qu'il voulait interdire la tenue de cette Assemblée générale. C'est une paix forcée. Il n'a pas voulu cela. Et c'est au sortir de cette Assemblée générale où le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o annonçait des mesures fortes. Que tout ce qui arrive aujourd'hui arrive. Il a dit, aucun entraîneur ne sera au-dessus du Cameroun. Aucun joueur ne sera au-dessus du Cameroun. M. André Onana n'est pas au-dessus du Cameroun. M. Bagbus n'est pas au-dessus du Cameroun. On rentre dans le décret du chef de l'État. Nul n'est au-dessus du Cameroun, pas seulement les deux que vous évoquez, mes chers Nabisso. Je crois avoir la parole. Oui, pourquoi vous parlez uniquement d'André Onana et du code Bagbus? C'est mon choix, c'est mon choix, c'est ma volonté. Pourquoi vous parlez d'Onana André spécifiquement? C'est mon choix, c'est ma volonté. Qui a 29 ans, alors qu'il y a des gens de 34 ans. Je ne parle pas d'âge ici. Voilà. Je parle de mesures fortes. On va poursuivre. Nous rentrons dans le positif. Je serai négatif. Allez-y, maître. Nous rentrons donc dans le décret du chef de l'État qui vous indique que l'entraîneur est le manager exclusif de l'équipe nationale. C'est lui qui assume ses choix. Donc aujourd'hui, si vous voulez demander pourquoi un tel n'est pas dans cette équipe, allez demander à M. David Pabou. Il vous dira pourquoi est-ce que tel ou tel n'est pas là. Maître Bissot, Mais il faut savoir. j'ai seulement envie de vous, puisque vous êtes tous sur ce plateau, peut-être à l'exception de Dieudonné Somba, vous êtes tous des dirigeants sportifs et vous avez ce bon sens. Et puis tous les Camerounais ont ce bon sens aussi pour constater que André Onana, Aboubacar Vincent, c'est comme une bande qui a été retranchée du groupe. Est-ce que cela n'a pas également trait à cette crise qui prévaut entre la Fédération camerounaise et le ministère des Sports? Est-ce que c'est un choix judicieux? Je repose la même question que j'ai posée au professeur. Je voudrais vous indiquer que c'est un choix délibéré de M. l'entraîneur que le manager exclusif de cette sélection. Et on regarde votre bon sens. Il assume. Mon bon sens est que c'est là sur la touche. Parce que je respecte la décision de l'entraîneur. Je n'ai pas lui faire la leçon. Je vais vous dire que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Nous sommes dans le monde du sport. Le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, a eu indiqué dans une de ses sorties qu'ils ont eu à échouer en sélection parce que le groupe n'était pas humainement bon. M. Pagou, qui est adjoint au sélectionneur, qui suit ce groupe depuis un certain temps, a certainement pu remarquer que certains éléments qu'il a mis hors aujourd'hui sont nocifs pour la sélection. Pas tant qu'ils ne sont pas compétents.
ou bien compétitifs. Voilà, mais ils sont mauvais, exactement. mais ils sont certainement mauvais pour l'atmosphère du vestiaire. Ça s'est passé comme ça ailleurs. On avait mis Cantona de côté, très bon joueur. On a mis Ginola de côté, très bon joueur. On a mis les Timeka comme ça. L'entraîneur français avait pris sur lui de mettre tous ces cas, comme on les appelle souvent, hors de son équipe. Parce qu'il entendait, n'est-ce pas, impulser une nouvelle politique. On a mis ça là de côté, la France a gagné la Coupe du Monde. Donc je ne doute pas que nous puissions gagner la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a mis ces cadres-là de côté. Non seulement ils sont vieillissants, mais l'entraîneur, sans se borderer sur n'est-ce pas, les motifs pour lesquels il ne les a pas alignés, mais c'est trouvé que, quand vous regardez très bien, vous verrez que ceux-là sont un peu des espèces d'agents de l'ARS qui, en pleine nuit, ont commencé à lire les communiqués. Aujourd'hui, s'ils en paient le prix, ce n'est que normal et commode pour la bonne règle. Aristide Essomba, avant de venir à vous, je voudrais demander à Dieudonné Essomba, est-ce que dans ce conflit, est-ce qu'il n'y a que le ministère qui a enfreint les règles? Moi, je crois qu'il y a... Ce qui se passe à la Fecafoot est symptomatique du comportement de notre bureaucratie, qui n'accepte pas le respect des pôles autonomes de pouvoir. Ça veut dire quoi? On crée un premier ministère. La Constitution dispose que le premier ministère assume tel rôle. Après, ces pouvoirs, on les aspire, on les met à la présidence, à travers les hautes instructions. On crée les conseils régionaux pour assurer le développement de la région. Et des institutions viennent avec des enveloppes pour nommer tel, pour élire tel. Jusqu'à quand nos gens comprendront que lorsqu'on a créé des instances autonomes, il faut respecter cette autonomie. Parce que quand vous voyez que notre pays a des difficultés, c'est d'abord là. La Fecafoot est une instance conçue comme autonome. Il faut respecter. Les conseils régionaux, c'est autonome. Il faut respecter. Lorsqu'on a fixé une zone d'autonomie, il faut être capable de respecter cette autonomie. Lorsqu'on voit notre Premier ministre aujourd'hui, est-ce qu'on a l'impression qu'il contrôle quoi que ce soit, qu'il contrôle sa collaboration? Pourquoi? Parce que ces programmes ont été aspirés. Donc, vraiment, on peut ne pas approuver la gestion de la Fecafoot. Mais apprenons à respecter les droits des responsables de la Fecafoot. Et à travers ça, apprenons à respecter les droits des instances que nous avons nous-mêmes définies comme autonomes. Vous évoquez le problème des joueurs. Mais quand quelqu'un a reçu un mandat, il faut attendre qu'il vienne justifier de son bilan. Si le risque, l'actuel entraîneur, bon, quelles que soient ses motivations, s'il a décidé de mettre tel joueur à côté, bon, ça veut dire qu'il a pris Est-ce qu'il l'a fait librement? Nous n'étions pas là. De toute façon, Ce il n'est qu'une assume. question, professeur. Ce n'est qu'une question. Non, vous savez, le concept de liberté est très complexe. Il fait partie d'un groupe qui a peut-être ses choix, ses tendances. Mais ce qui est important, c'est que ce groupe assume le résultat. Parce que il ne faudrait pas que ces résultats-là, qu'on ne sache pas qui est réellement responsable. Lorsque on a une équipe qui gère un domaine, un secteur, et que les dispositions institutionnelles lui donnent l'autonomie, il faut respecter cette autonomie. L'exemple particulier de Mila qui avait été choisi par le chef de l'État doit être une sorte d'exception. Ce n'est pas la règle. La règle ne signifie pas que le chef de l'État sorte du palais pour aller signer les copies d'actes de naissance. Même s'il en a le pouvoir, qui peut le plus, peut le moins. Mais ce n'est pas ça sa mission. Les gens doivent respecter leur mission. Notre pays a des difficultés parce que les gens n'arrivent pas à se faire à leur propre mission. Vous avez toujours tendance à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Et c'est partout comme ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui occupe un poste, sa hiérarchie vient le harceler et altérer même sa manière de faire. Moi, je crois que il faudrait que Eto'o-Fils, qui est président actuel de la Fecafoot, et son équipe assument aussi bien qu'ils assurent leur mission et ils assument la responsabilité. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Un pays commence à avancer lorsque les gens assument. Et pour assumer, il faut bien que si quelqu'un a un espace, qu'il puisse en bénéficier. C'est un problème de gouvernement. Moi, une fois de plus, il ne s'agit pas ici d'approuver ce que fait l'équipe actuelle ou non. Il s'agit tout simplement de respecter les règles. Il faut respecter les règles. Vous, même si on vous nomme quelque part, on ne vous nomme pas pour que à chaque fois que vous voulez prendre une décision, que la hiérarchie vienne contrôler cette décision. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Sinon, on vous a nommé pourquoi? Et vous assumez quelle responsabilité? Notre pays est bloqué, justement, parce qu'on fonctionne sur ce modèle. Est-ce que notre Premier ministre est capable de prendre une décision sans qu'on lui remonte les bretelles à la présidence? Et vous pensez que c'est un modèle qui peut bien fonctionner? Maintenant, notre chef d'État est un peu en retrait. On a besoin d'un gouvernement actif. Si le chef d'État, lui, était en retrait, et le Premier ministre, on lui a aspiré tout le pouvoir, vous pensez qu'un pays peut fonctionner sur quelle base? On
envoie dans les conseils régionaux des enveloppes avec les noms de ceux qui doivent être présidents du conseil. Heureusement, les gens du son ont dit qu'ils ne marchent plus avec ce genre d'escroquerie. D'accord. On ne peut pas fonctionner comme ça. D'accord. Nous revenons à vous. Vous avez sollicité la parole, Aristide Mandel. Oui, je dispose d'une occasion idoine pour participer à, comment dirais-je, à faire tourner la page. Lorsque nous le disons, vous voyez même que j'ai accepté que l'on considère que ce soit une posture de faiblesse. Je ne sais pas qui fait preuve de hauteur au travers d'un tel raisonnement. Encore une fois, si le cas Roger Mila, pour être redondant, moi je n'ai jamais prétendu que le rôle du président de la République consistait par exemple en la sélection de joueurs. Encore qu'un autre cas isolé. Je ne sais pas si le président Biya a encore fait une quelconque mission dans la sélection, c'est des cas particuliers. Mais c'est pour dire que j'essaie de vous montrer l'impact qu'a cette équipe au sein de l'opinion et qu'elle est au cœur du pouvoir. Vous voyez, le président Biya n'a ménagé aucun effort, j'ai envie de dire, pour favoriser les footballeurs, tels que peuvent l'attester les investissements colossaux consentis, qui ont été menés à bon escient, portés par le président de la République. Vous voyez qu'il a donc une inclinaison, il a une forme d'affection pour ce football qu'il a souvent honoré, qui le rend si bien, qu'il nous a restitué à un moment donné nos lettres de noblesse, et qui a fait en sorte que nous soyons, j'ai même envie de dire, respectés par le monde. Bien des fois, lorsque nous sommes à l'extérieur, on vous interpelle parce qu'on parle d'Abega. Il y a des génies au Cameroun. On a vu Mama Amourbeti marquer les corners. C'est une terre de gloire qui ne naît pas avec l'avènement de ceux qui sont là actuellement. Donc le football, le sport, le football en particulier, a toujours été quelque chose qui a su nous exalter. C'est une terre de génie. Il faut les célébrer et c'est une forme de consécration. Quand le président consent des investissements colossaux. Vous voyez que je vous parle là de la politique du président de la République en matière de sport et spécifiquement du football. Oui. Qu'il élève. Ce qui nous a valu la reconnaissance internationale. Notamment le président Motsepe, qui l'a dit, puisque nous avons été primés. Nous sommes au jour d'aujourd'hui, toutes proportions gardées, le pays qui a organisé. Je dis bien la meilleure canne de tous les temps. C'est le football. Vous me direz qu'il y a eu une cérémonie d'ouverture ailleurs. C'est ce que dit Motsepe. Est-ce que vous comprenez? Pour dire qu'il y a un travail qui est fait, on a toujours tendance à récuser et à créer, à rechercher le bouc émissaire. J'ai donc, comme je l'ai dit, l'occasion nette, alors que nous sommes à 3 jours de la nativité de notre Seigneur, de dire à nos compatriotes que ce qui nous concerne, la paix n'est pas un mot creux, qu'elle a été imposée ou pas, qu'elle ait fait l'objet d'un consensus ou que soit venu de je ne sais où. L'essentiel est de façon pragmatique et que nous allions vers les résultats parce que le Camerounais est épris de football. Tout à fait. Quand nous gagnerons mercredi, même dans l'Amazonie, les arbres, si tant tels qu'elles crépitent, pourront faire une trêve. Nous avons l'habitude de le dire ici. Même ce 90, à un moment donné, on traversait une crise socio-économique sans précédent. Hein? La campagne d'Italie nous aura aidés. Pourquoi voulez-vous qu'en politique, pour quelqu'un qui a dans ce regard républicain que je ne l'évoque pas, pour que je prenne la positivité? Ça ne veut pas dire que je méconnais, que je comprends, que tout le monde interprète, que j'assimile parfaitement. Mais, si vous voyez, parce que si j'ai rentré dans les détails, les circonstances qui avaient amené le président de la République à se prononcer, ce serait encore basculer dans la polémique. Or, je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas venu régler des comptes. Je lui ai dit à mon frère Nkombondo que, allons, ramenez-nous la canne. Bon vent à nos jeunes qui sont au Maroc, c'est des Camerounais. Je ne crois pas qu'il y ait un Burkinabé là ou un Allemand. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui devrait nous caractériser. C'est ce pourquoi je vous convie, mes chers frères et sœurs. Est-ce si difficile à comprendre? Ce n'est pas un problème d'avoir gagné ou un problème de camp. Si vous êtes dans les clivages, c'est que vous n'êtes pas sorti justement de ce combat qui est complètement ridicule. Parce que finalement, dans la vie, on se retrouve. Si déjà lui qui est dans notre parti, qui est même de mon département, j'observe que nous sommes, je m'excuse de le dire ça comme ça, 5 écrans ici. Mais il y a des positions virulentes. Ça veut dire que les idées sont plus grandes. Il y a quelque chose, des idéaux beaucoup plus fondamentaux qui pourraient nous réunir, nous désunir, sur lesquels on pourrait ne pas faire chorus. Vous comprenez? Voilà qui est essentiel, mes chers frères et sœurs. Alors, recherchez toujours le fautif, qui s'est rendu coupable de quoi? Je ne crois pas que ce soit productif en ce moment, même s'il est vrai qu'on a besoin de toiletter, d'observer ce qui a été l'objet des cueils. Et surtout des perspectives. Des perspectives, d'accord, mais c'est vers cette perspective qu'il me semble important de s'appesantir en ce jour. Parce que nous avons nos frères au Maroc. Vous comprenez? Ce n'est pas le temps de la haine, de la division, de rappeler que tel paye le prix, alors qu'on sait qu'il est brillantissime et qu'on a affirmé qu'il est le meilleur. Quelle est la portée d'un tel discours? Ce n'est pas constructif. Quand je le dis, ça ne veut pas dire que je fais une attaque ou que je recherche la division. J'essaie simplement de montrer que, ayant donc dressé le constat, et que nous sommes revenus à ce que les uns et les autres pourraient qualifier d'orthodoxie, nous sommes en droit d'attendre les résultats. Et même si ces résultats n'arrivaient pas, moi je vais aller plus loin en montrant que c'est le sport. Le président Biya nous a renseigné qu'il faut s'attendre à perdre, tout comme il faut s'attendre à gagner. Mais je voudrais surtout qu'au Maroc, tout le monde vibre à l'unisson, que ce ne soit pas comme ce que j'ai vu en Fandena, quand Marc Brice-Gaillet, il y en a qui étaient tristes, qui n'étaient pas très appréciatifs, c'est des spectacles piteux, que nous ne voulons pas revoir. Au jour d'aujourd'hui, et comme l'a dit le ministre Mouelé, les lions indomptables sont confiés à la fédération, qu'ils en fassent bon usage et qu'ils soient responsables. Je crois que c'était un discours d'apaisement. Et voilà ce qu'il faut tenir pour constant. D'accord. Voilà ce qu'il faut tenir pour constant. En termes de perspective, professeur Nkombondo, quels sont les mécanismes de gouvernance, puisque vous gérez le sport, qu'on peut mettre sur pied pour les mécanismes qu'on peut mettre sur pied pour une meilleure gouvernance sportive et qui va également limiter les émissions des politiques? Oui, je vais être très concret avec vous, puisque c'est vous qui posez la question. Mais avant cela,
permettez-moi une fois de plus d'applaudir pour le discours que j'entends sur ce plateau venant du défenseur de l'institution ministérielle chargée de la gestion du sport en général et assurant la tutelle des fédérations sportives. Mais ce que nous voulons, c'est que ça dure. Pour que ça dure, commençons avec la CAN. Moi, je prendrai l'avion sur le lendemain, en ma qualité de dirigeant de la Fédération camerounaise de football. Au Maroc, j'ai un rôle à jouer. Parce que, faut bien qu'on comprenne, quand vous voyez un match qui se joue sur un terrain pendant 90 minutes, il faut savoir qu'il y a de l'administratif pour à peu près 90% de l'activité que vous voyez sur le terrain, qui n'est en réalité que la partie visible du gros iceberg qui est l'organisation de matchs de football. Ouais. Nous disons donc ceci. Maintenant que nous sommes revenus, si je m'en tiens au dire, du défenseur de l'institution ministérielle et républicaine, je veux bien, l'orthodoxie s'affiche. Il a pris de la hauteur. Pour nous dire que le ministère a pris de la hauteur, bravo. Il nous fait comprendre que, au moins pour la CAN, on a tourné la page. Vous parlez dans des perspectives. Mais allons donc jusqu'au bout. Et je vais donc demander, dans sa logique, aux défenseurs de l'institution ministérielle, au sortir de cette émission, d'aller au ministère, et même à domicile, aller voir le ministre Moulé Kombi, puisqu'il s'agit de lui, et de lui dire de ne pas faire le voyage. Il n'a rien à y faire là-bas. Ah bon? Ah oui, c'est la tutelle. Pour que la sérénité dont on parle tienne minimalement le temps de la CAN, qu'il reste à Yaoundé. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique ne se limite pas au football. Il y a l'éducation, on perd parfois de vue que c'est aussi le ministère de l'Éducation physique. Le ministère a beaucoup de dossiers à gérer. Il y a des professeurs d'éducation physique qui souffrent dans les lycées, qui ont des problèmes de profil de carrière. Il y a des paysans dans nos villages qui ont besoin d'éducation physique lorsqu'ils rentrent des champs. Le chantier du ministère des Sports et de l'Éducation physique est vaste au-delà des fédérations. J'ai eu dire qu'il y en a 55 ou 56. Il n'y a pas que le football. Messieurs les conseillers techniques, il faut aussi le dire, restez à Yaoundé. Et j'ai bien apprécié tout à l'heure. J'ai entendu dire, ramenez-nous la CAN. Je n'ai pas entendu, nous irons chercher la CAN. Parlant du ministère en charge du sport. Non, c'est nous qui allons chercher la CAN. Et nous souhaitons qu'à la fin de la compétition, que nous revenions, nous de la Fédération camerounaise et l'équipe nationale, que nous revenions avec le trophée, que nous allions alors présenter ce trophée à notre autorité de tutelle, qui est le ministre en charge des sports et de l'éducation physique, pour lui dire, nous sommes rentrés avec le trophée, nous sommes rentrés de cette mission que nous a confiée la nation camerounaise. Voici le rapport de mission, vous allez l'étudier et vous allez nous donner des conseils pour que les choses aillent toujours dans le bon sens. Vous allez critiquer et au besoin, si nous aurons été fautifs quelque part de ce côté-là, eh bien, vous allez sanctionner. Parce que c'est ça l'autorité du lieu de s'ingérer en faisant le voyage. Est-ce que les fonctionnaires du ministère des Sports, lorsqu'ils prennent l'avion pour aller à la CAN, qu'est-ce qu'ils ont à faire de ce côté-là? Sont-ils ramassés de balles? Je n'en sais absolument rien. Ils n'ont rien à faire de ce côté-là. Au contraire, oui, la tutelle est en retrait. La tutelle observe à distance et c'est cela une bonne tutelle. La tutelle laisse l'opérationnel faire justement de l'opérationnel. Laisse les joueurs jouer. Il n'est pas bon, il faut le dire à monsieur le ministre, d'aller réveiller les joueurs à 23h. Pour le dire, je vous apporte le message du président de la République, son excellence Paul Biya. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin à ce moment-là de concentration. Ils savent bien que le président Biya existe, qu'il va regarder le match, qu'il les encourage d'ailleurs. Vous le dispensez bien. Il a mis tout à leur disposition. Pourquoi à minuit, on vient frapper la porte des joueurs qui ne demandent qu'à être concentrés, à dormir, pour leur dire que le président de la République leur demande de dire non, restez à Yaoundé. Et si on va dans ce sens, de cet apaisement, imposé ou pas, peu importe, il y a apaisement. Il y a la paix aujourd'hui. Et je pars d'ici avec un fort optimisme que cette paix retrouvée, cette autopsie remise sur la table, va permettre au Cameroun de rentrer à travers son équipe nationale qui va remporter ce trophée, de faire le bonheur du peuple camerounais qui a besoin de ces moments de forte émotion, qui a besoin de ces moments de joie, parce que c'est ça aussi la magie du sport. Faire oublier parfois les misères que les hommes politiques au Cameroun qui sont en charge de la gestion de notre pays nous imposent. Au moins, il y a le football. Et c'est pour cela que nous sommes, qu'au-delà de la CAN, nous allons continuer dans l'orthodoxie, dans la paix. Et cette paix viendra, comme le dit M. Essomba, que chacun joue sa partition, reste cantonné dans le rôle qui est le sien. D'accord. Aristide Manda. Merci beaucoup. Je voudrais quand même dire que j'ai écouté avec attention. J'ai suivi ses développements. D'ailleurs, il me mandate. Il me charge. C'est quand même assez amusant. Attention. C'est au ministère que nous racontons souvent, non? N'est-ce pas? C'est au ministère.
Quand je vais au ministère, je rencontre mon jeune frère Baramana qui me dit qui a son métier. C'est pour ça que je le considère sur ce plateau. Et ailleurs, comme le défenseur du ministère. D'ailleurs, sa position ne laisse pas de doute sur ces questions. Vous allez lui permettre alors de réagir. Aristide Mandal, vous je avez le la parole. permettre pour que, en allant dans le sens qu'il a tracé sur ce plateau, l'appel, l'orthodoxie, pour que les victoires que nous souhaitons tous pour nos nations soient au rendez-vous. Je crois qu'il vous a compris et justement, il a une réaction. J'aurais eu la même attitude, même si c'était vous le ministre. Il n'est pas exclu que vous le deveniez un jour. Non, il faut qu'il me comprenne très bien. Le fait pour moi de ne pas laisser l'opinion par le fait, j'appelle ça des sortilèges, et c'est de ruiner la réputation d'un homme, d'une valeur, d'un membre du gouvernement que je suis appelé à défendre sur ce plateau. Ce n'est pas une critique personnelle. Ce n'est pas l'individu, le professeur, agrégé comme vous. En tant que votre collègue, il me semble qu'au moins il mérite respect et considération si vous parlez de l'homme. Ce que je voulais dire, c'est que si tu étais Somba, Maître Bissot ou vous-même, le ministre, en tant que communicant RDPC, j'ai le devoir de ne pas tout laisser passer. J'ai le devoir d'adopter une attitude en respect des règles et des lois de la République. Seul le président de la République nomme les ministres et met à leur fonction. C'est sa prérogative exclusive. Et des voyages, c'est une pratique républicaine. Le ministre peut choisir. Quand on me demande, lui dit de ne pas venir au Maroc. Je ne sais pas si vous vous entendez parler. Permets-moi de développer à ce niveau. Non. C'est mon opinion. Oui, mais même quand tu m'interromps, quand tu parles, regarde que je te suis non religieusement. D'accord. À combien? Vous allez revenir justement. Alors, on dit. Mais je t'ai demandé. Allez-y, Aristide Mandal. J'étais en train de lui dire que il y a un rôle de diplomatie. Quand vous dites CAN pour CAN, il n'y a pas que la partie football. La CAN, c'est la fête de l'unité africaine. Il y a donc une dimension éminemment politique. Si le ministre choisit d'y aller, c'est de sa responsabilité, c'est de sa liberté, ce ne serait pas inopportun. La pratique a toujours voulu que le ministre soit à la tête d'une délégation, puisque le ministre gère le budget. C'est lui qui est l'ordonnateur, par exemple, c'est vrai qu'il peut le faire en Yaoundé. Vous le savez très bien pour son commando. Contrairement à ce qui est véhiculé au sein de l'opinion. L'ordonnance n'a pas changé. Il n'y a pas eu de réaménagement. Mais pour vous montrer ce que j'ai appelé grandeur et hauteur. Maintenant, le ministre peut aller, parce qu'il y a ses homologues. Il y a le roi. Ce n'est pas une question, ce n'est pas uniquement lié aux fédérations. C'est-à-dire que le rôle du ministre n'est pas d'aller dans les vestiaires, n'est pas d'aller forcément s'entretenir avec les joueurs. Mais vous ne pouvez pas lui interdire, en tant que le patron des sports, mandaté par son gouvernement, d'aller au Maroc. Il peut être porteur d'un message à l'occasion au roi. Quand vous lui demandez de ne pas partir, voilà pourquoi je dis que je comprends que là, vous vous fourvoyez quelque peu. Parce que là, vous êtes en train de demander des choses qui ne relèvent ni de votre compétence, ni en réalité du bon sens. C'est le ministre, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, c'est la CAN, puisqu'il organise, c'est son sous-secteur. Quand je le dis, je dis bien que j'aurais tenu le même discours, mais c'était Somba qui devenait ministre. Parce que moi, j'ai vocation à défendre la ligne du gouvernement. C'est un gouvernement RDPC. J'ai le mandat de mon parti pour professer. Pour dire, c'est tout à fait normal. Maintenant, sur l'apaisement acquis, nous souhaitons de tout cœur. Parce que, croyez-nous, en politique, nous avons besoin de cette victoire. Je préfère le dire de façon triviale. Nous avons besoin d'une prestation honorable qui va honorer notre Cameroun. Paul Biya a mis les moyens, et l'a dit dans son discours conséquent, et que les Camerounais sont en droit d'attendre un retour d'ascenseur. Voilà pourquoi les conditions qui ont été déployées sont de nature à permettre le résultat. Je suis allé plus loin en vous disant que s'il y avait un faux pas, c'est du domaine de la loi du sport. On ne va pas trancher les têtes de nos compatriotes qui reviendront. On est souvent allé, quelquefois on est revenu avec 0 points, avec des grands héros à l'intérieur de ces délégations. Mais ils n'ont pas, ça n'a pas entaché leur prestige, ça n'a pas édulcoré leur honneur. Mon cher professeur Koumono, je voudrais dire, pour conclure sur cette rubrique qui est dépassée, c'est suranner le débat de plus en plus. Parce que je ne sais pas pourquoi on veut chercher, aller creuser sur ce qui n'aurait pas marché. Alors que je l'ai dit, nous avons un devoir spirituel à accomplir, celui d'accompagner nos ambassadeurs. Le président Biya parle des ambassadeurs. Quand il parle de ses sportifs, en l'occurrence des footballeurs. Vivons en paix et croyons qu'il est possible de faire mieux. Et les responsabilités, si elles sont partagées, il n'y a pas de raison de les exhumer, il n'y a pas de raison de ressasser systématiquement là où il y aurait eu un tumulte. Puisqu'on est allé vers ce vers quoi les Camerounais nous attendaient. Sauf si la polémique est dans votre ADN, sauf si vous recherchez systématiquement que nous soyons dans les mobiliers. Ce qui, je crois, n'est pas votre cas. Puisque vous avez reçu mon discours. Je voudrais que le professeur Nkouvando réagisse rapidement parce que nous allons donner la parole à Maître Bissot. On ne peut pas penser que vous qui défendez les positions institutionnelles qui gèrent le Cameroun en ce moment, vous êtes plus patriote ou plus amoureux du Cameroun et des institutions que nous, qui avons un discours contraire. Et je dis, de temps en temps, il faut que nous évitions à notre nation la honte. Quand je vous dis qu'il n'est pas bon que la tutelle, le ministre mêle de ces choses, parce que c'est comme ça, dans l'orthodoxie de ces organisations. Le ministre n'y a pas de place. Vous vous souvenez, il y a une image qui fait honte à la République, qui fait honte au Cameroun lors d'une finale du Chan, on a vu le président de l'Africa Foot, Bobo Dieu à l'époque, et le ministre des Sports, le professeur Moué Kombé, qui s'est mêlé des affaires protocolaires. Il est entré sur la pelouse lors d'une cérémonie de remise de médailles. Vous savez l'humiliation que le Cameroun a subie ce jour-là? On lui a rappelé, monsieur, qui êtes-vous? Il dit, je suis ministre des Sports. On dit, monsieur, la CAN U17.
On dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici? Rentrer, tout humilier, la queue entre les jambes. J'ai vu mon ministre des Sports, mon collègue, rentrer la queue entre les jambes. Vous pensez que c'est bon? Faut-il que je vous le dise? Lorsque nous allons à une compétition comme celle-là, il est interdit à une délégation gouvernementale, le ministre de sa délégation, de loger à un périmètre proche de ce qu'on appelle la tanière. Il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que je dis, évitons la honte. Allez se mêler des choses qui ne nous regardent pas. Si on est autorité de tutelle, le ministre a plein de dossiers, le ministère en charge des sports, je le dis encore. Ce soir, il y a une cérémonie protocolaire, il y aura des chefs d'État. Je vous ai pas parlé du vestiaire. Non, on ne se comprend pas bien. Je suis obligé d'éclairer la lanterne de nos compatriotes. Parce que là, vous parlez du vestiaire, Kouvando. Je suis en train de dire. Moi, je parle de la qualité du jeu. Mais qu'est-ce que ça vient chercher là? Mais vous avez le temps, en tant qu'institutionnel, le représentant du gouvernement, d'aller rencontrer les autres membres du gouvernement des autres pays. Nous avons compris, on va Il y a évoluer. des protocolaires ce jour, non? Nous allons évoluer dans le débat. C'est d'accord, je peux vous l'accorder. Je vais donc rectifier. Dites donc au ministre, je fais des concessions là-dessus. Professeur, en 20 secondes. Dites au ministre d'aller à la cérémonie protocolaire et de rentrer le lendemain, s'occuper des dossiers des professeurs d'éducation physique et sportive qui ont des problèmes de carrière dans les lycées et collèges. La pratique républicaine au Cameroun. Il va y passer un mois, vous vous rendez compte? Le ministère est fermé pendant un mois. Parce que tous les directeurs, tous les chefs de service, tous les ceci, c'est pas vrai.